Dans ce nouvel épisode de Zéro Filtre, j'ai le plaisir d'accueillir Maude, photographe et autrice du livre « Du scalpel au pinceau ». Maman de 2 enfants, Maude nous partage son parcours de résilience face au cancer du sein, son combat pour briser les tabous autour de la maladie et l'importance d'oser demander de l'aide. Un échange puissant et sans filtre qui, j'espère, te plaira. Belle écoute. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro Filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Libre, je ne veux plus tomber. Zéro Filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Bonjour Maude. Bonjour Isaline. Je suis ravie de t'accueillir ici au sein du studio. Moi aussi, je suis très contente d'être là. On va commencer par une petite présentation. Ça va te permettre peut-être de te poser un petit peu. Ça marche. Ok, Maude, tu es maman de 2 enfants, Absolument. photographe et autrice du livre « Du scalpel au pinceau » que j'ai dévoré en d'une seule traite, dans lequel tu partages avec une grande sincérité ton parcours face au cancer du sein. En tant que maman de 2 enfants, tu as non seulement affronté la maladie, dont tu détestes le mot, je sais, tu préfères parler de santé, mais tu as aussi choisi de briser les tabous qui l'entourent, dont la honte, dont on reparlera plus tard. À travers ton art et tes mots, tu inspires les femmes à ne pas avoir honte de ce qu'elles vivent, à oser demander de l'aide et à trouver de la force dans leur vulnérabilité. Génial. Aujourd'hui, tu es un véritable modèle pour moi de créativité et de résilience. Merci. Et je suis ravie de t'accueillir ici. Merci. Si ça commence comme ça, effectivement, il va y avoir des émotions. Et qu'est-ce que tu Merci. aimerais rajouter quelque chose? Non, c'est beau. Moi, ça me touche d'entendre ça, C'est toujours intéressant quand on fait un livre, quand on raconte son histoire. T'as une volonté, t'as une envie de faire passer des choses, et puis ensuite, c'est la surprise de ce qui va être récupéré. Le livre, il a été beaucoup lu pendant que je le faisais par mon entourage et mes amis proches, mais ensuite c'est la découverte chez les gens qui connaissent pas. Donc pour moi de t'entendre dire ça, c'est assez chouette. Je suis contente. Merci. Ouais, je me suis sentie vraiment. Enfin, c'était à la fois un livre qui est le mot lourd me vient, mais Qui est dur en tout cas. Oui, voilà. oui. Mais à la fois, tu as voulu vraiment un livre feel good, tu sais, comme les films un peu. Donc on ressort. Vraiment, j'ai adoré pour plein d'aspects aussi, parce qu'il y avait l'aspect vraiment à la fois de ton histoire, comme tu le dis, mais à la fois aussi tous des renseignements médicaux. Et puis tu parles de ton entourage, tu parles aussi de l'implication de ton conjoint, des proches. Tu leur rends une dédicace à chaque fois. Je trouve ça aussi très beau. Et voilà, j'ai d'autres questions pour toi après. Ça marche. La première question que j'aime bien poser, c'est quel est ton petit plaisir coupable quand tu rentres d'une longue journée? Moi, je ne vis pas sans le chocolat. Le chocolat, c'est quelque chose qui est fondamental dans ma vie. Chocolat noir Oui, alors chocolat noir en général, j'aime bien quand il y a un peu des amandes. Autrement, j'aime bien le chocolat au massepain aussi. Comment tu pourrais te présenter sans rôle ni casquette? Parce que moi, je l'ai fait avec tes casquettes. Maman, photographe, autrice, indépendante. Oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais moi, me dire? j'aime bien dire que j'ai de la joie de vivre. Je ris très fort, souvent un peu trop fort même. J'aime la nature, j'aime la simplicité, j'aime les gens vrais et profonds. Moi, j'aime bien les relations, j'aime bien quand les relations elles vont directement en profondeur. De survoler le small talk, c'est quelque chose qui me... Maintenant, en plus, avec ce qui m'est arrivé, c'est plus quelque chose que je gère très bien, quoi. Est-ce que tu as toujours aimé les discussions comme ça en profondeur, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été lié à ton étape de vie? Alors, il le faut. Faire des discussions, des small talk en société avec des gens qu'on ne connaît pas trop, c'est quelque chose c'est important de savoir le faire. Ensuite, moi, j'aime ce que j'ai vécu permet d'ouvrir et de délier les langues très vite. Donc, depuis que j'ai vécu ça, moi, je discute avec des gens directement. On va à l'essentiel. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime. Parce que j'ai des gens en face, direct. Et ça, c'est quelque chose qui
qui pour moi est un grand bénéfice en fait de cette histoire. Ça me touche parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi, moi. C'est pour ça que je me suis lancée dans l'accompagnement. Et tomber les masques, C'est ça. c'est quelque chose que... Ouais, ça fait du bien en fait. Parce que du coup, on discute entre humains. C'est vrai, c'est juste. Bon, Maud, tu es donc photographe et autrice du livre, qu'on appelle Du scalpel au pinceau, qui raconte ton combat face au cancer du sein. Peux-tu nous partager comment tu as vécu l'annonce ? Alors, l'annonce, tu pourras parler à n'importe qui a vécu une annonce de cancer du sein qui te dira la même chose. C'est hyper violent. Et puis ça ne pouvait pas m'arriver. Donc moi, j'allais à mes rendez-vous gynéco avec, tous les 2 ans, avec une certaine nonchalance en plus. Et puis c'est un coup de bol qu'il l'ait vu, le gynéco. Enfin, c'est vraiment... Il y a le truc de la palpation. Là. Moi, j'ai encore posté là, une vidéo sur Instagram. Alors bon, moi, j'ai pas énormément de followers, mais il y avait une super vidéo où en fait, elle se palpe. Puis en fait, c'est des oranges. Oui. Puis elle monte vraiment comment... Et ça, c'était un truc, moi, je faisais jamais non plus, quoi. Se palper. Oui, on nous apprend pas, t'as raison. On devrait peut-être aussi apprendre aux jeunes filles de le faire. Ah oui, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre cette histoire, ce parcours sur papier ? Alors moi, j'aime bien imaginer que je suis maître de ma vie et que ma vie, c'est moi qui décide de ce qui se passe. Et d'en faire un livre, ça a fait que moi, j'ai pu faire quelque chose de ça comme moi, j'avais décidé de le faire. T'étais actrice de ce qui se passe. Ensuite, l'idée du carnet de voyage est venue très très tôt dans le processus. Donc le lendemain du diagnostic, directement, j'ai su que je voulais faire un carnet de voyage. Ensuite, je me suis beaucoup renseignée. Moi, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai écouté des podcasts autour de la thématique. Et puis là, ça s'est vraiment cristallisé pour moi aussi mettre une pierre à l'édifice. Vraiment ce truc de dire comment est-ce qu'on peut tirer quelque chose de positif de tout ça. Et moi, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose et d'offrir un témoignage qui fera du bien aux gens qui peuvent passer par là un jour. Je trouve très intéressant, on a toujours le syndrome de l'imposteur qui vient quand on est femme. En tout cas, je trouve la légitimité de... Est-ce que tu t'es posé cette question à un moment donné ? Jamais. Ah, magnifique. Et pourtant, j'ai le syndrome de l'imposteur. En photographie, par exemple ? En tout. Ah, d'accord. Ah oui, moi, je suis très dans le syndrome de l'imposteur, quoi. Donc, intéressant. Donc, du coup, là, aucunement. Magnifique. C'était d'une évidence claire. En fait, mais j'ai rare... Enfin, moi, c'est le projet de ma vie, ce bouquin. Enfin, c'est un truc... puis c'est sorti comme ça, quoi. C'était incroyable. Ensuite, moi, je suis pas mal insomniaque, d'accord ? Donc, je me réveille en général vers 3-4 heures du matin. Et je suis un peu entre 2 eaux. Et j'ai des idées qui me viennent. Et puis en fait, pendant cette période, comme j'avais pas de charge mentale... On en parlera après. Voilà. J'avais le temps, en fait, pour réfléchir à mon bouquin, à mon histoire, à comment je voulais le faire. Et puis voilà. Puis c'est sorti comme ça, avec ses définitions, ses portraits. Alors, j'avais plein d'autres idées qui sont venues et puis qui sont reparties. Mais ouais, non, c'était aucun syndrome de l'imposteur. Hyper contente. Et ça m'a fait un bien de dingue de faire ça. Ouais, c'est thérapeutique. Oui. Quand tu as appris ton diagnostic, quelles a été tes premières questions sur toi, sur ta vie ? Est-ce que ces questions, elles ont changé aussi au fil du temps ? Pas tout simple, ça comme question. J'ai essayé de réfléchir à ça et puis du coup de me replonger un peu dans tout ça. Quand tu es sortie peut-être du rendez-vous, j'en sais rien. Alors là, forcément, tu te demandes quand est-ce que sera ton échéance. D'accord ? Est-ce que... le truc, c'est qu'en plus, je suis allée faire les images. La doctoresse, elle a vu qu'il y avait une tumeur, mais elle ne connaissait pas la gravité de la tumeur. Elle connaissait à peu près la taille, mais tu as des trucs qui sont plus ou moins graves. Elle ne sait pas si c'est invasif. Donc, en fait, tu sors de là avec une tumeur, mais tu ne sais pas si tu vas mourir dans les 6 mois ou si ça va aller, quoi. Et puis ça dure quelques jours. Je ne suis pas la seule, hein. Non, je sais, mais c'est et terrible, ça, cette attente. L'attente, c'est le pire. Ouais. L'attente, c'est le pire. Et puis, moi, j'avais lu une fois un témoignage d'un monsieur qui disait,
j'ai dû attendre pour avoir le diagnostic. Ensuite, je savais que ça allait pas être bien, mais ça allait mieux. Parce Mais que il disait, puis à un moment donné, il disait, ensuite, j'ai su que j'allais mourir, mais ça allait mieux. Et en fait, le truc de l'attente, c'est le pire. Donc, parce que même si tu sais, en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu sais, tu te mets en route. Tu vois, tu te mets en chemin, ok. T'avances, en fait. Mais le truc d'attendre, c'est que t'es statique, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui t'a le plus marqué. Ah oui, l'attente, c'est... Et ensuite, les médecins, ils le savent. Donc, ils te laissent pas poireauter, ils t'emmènent, autant que possible, quoi. Ensuite, cette dame, la doctoresse, je lui jette pas la pierre, ils ont un agenda, ils débordent, il y a énormément de travail. On sait à quel point le système de santé est occupé. Donc, je lui jette pas la pierre, mais par contre, elle m'a jeté ça dessus. Et puis ensuite, toi, tu sors de tes images, puis... Donc là, à ce moment-là, tu es toute seule et tu penses à ton échéance. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, tout à coup, moi, je sais que j'étais très sensible. Du coup, comme tu reviens un peu à l'intérieur, je sais qu'il y avait du vent. Je me rappelle des bruits qu'il y avait. C'est une journée qui, pour moi, est cristal claire dans mon esprit. J'étais au flon. Je me suis posée sur un banc. Et puis, je bougeais plus, quoi. J'ai juste eu la force d'envoyer un message à mon mari en lui disant tu peux venir juste là ça. Puis lui, il a débarqué. Ce moment-là, il est hyper brutal, quoi. Et puis ensuite, tu penses aux enfants. Tu te dis, est-ce qu'ils vont perdre leur maman ? C'est violent. Okay. Et est-ce que ces pensées, elles ont évolué, ces questions-là, elles ont évolué avec le temps ? Est-ce que ça, c'est resté tout le long de ton parcours ? Non. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir justement une tumeur et un cancer. Il ne s'était pas trop diffusé dans le corps, donc j'ai dû faire de la chimio de manière préventive pour éviter les risques de récidive. Il y a des gens qui doivent faire des mastectomies. Il y en a d'autres qui font des chimios pour faire partir la maladie. Donc moi, mon parcours, même si j'ai eu des chimios, ça reste quelque chose qui est... Voilà, alors ensuite, c'est une histoire, hein, mais c'était, je pense, peut-être moins anxiogène que ça peut l'être. Donc, une fois que le diagnostic était posé et puis que les détails... de quel cancer c'était, ça allait mieux. Mais tu as aussi une force de caractère qui te permet d'aborder ça. J'entends dans le sens où j'entends beaucoup dans ton discours là. Oui, mais c'était léger, mais quand même. Moi, d'extérieur, dans mon siège ici, ce que je constate, c'est qu'il y a une envie de positif, une envie d'être actrice, comme tu dis. Oui, quelque chose qui pour moi est important. C'est être triste, avoir des émotions. Moi, j'ai énormément pleuré. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Tu le dis d'ailleurs dans ton livre, les séances de pleurs sont aussi saines. Oui. Et je trouve c'est drôle, hein, ça... on se sent bien. Mais est-ce que tu avais connu ça avant ? Non, pas autant. D'accord. Non, moi j'ai beaucoup pleuré et effectivement c'est complètement dépuratif. Le cancer du sein, il y a pas mal de tabous, notamment, tu en as parlé un peu, de la mort. Comment tu as abordé ça par rapport à tes enfants ? Comment tu as abordé aussi la question par rapport, toute seule déjà ? Ouais, alors tout seul c'est bizarre de se dire ça. Moi j'ai été longtemps immortelle quand même dans ma vie. Je pense un peu tout le monde, oui. Quoi, mais oui, effectivement, tu as raison. Et puis tout à coup, d'avoir une échéance, en fait, pour moi, ça a été un retour très vite à l'essentiel. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai gagné beaucoup de tout ça, c'est ce truc où je fais plus les choses pour l'image. Je fais les choses qui me plaisent. Je vais plus trop m'embêter dans des situations où j'ai pas envie d'être. J'essaye de moins perdre mon temps. Pour moi, c'est important, en fait. Soit me font du bien, soit où j'apprends un truc. Mais je regarde moins de séries.
Ça me donne envie de... Et puis moi, Netflix Ouais, and chill. je regarde moins de... Ça me donne envie de rebondir, on en a parlé hors micro, sur cette urgence de vivre. Moi, j'ai eu l'urgence de vivre pendant mes traitements, Mhm. où on a fait des trucs vraiment... On a fait des trucs chouettes. Mhm. Il y a le truc de faire des trucs dingues, mais il y a aussi l'importance de la simplicité. Je veux dire, c'est quoi De un se truc poser. dingue pour toi, tu vois? Ouais, c'est pour- ça. Mais du coup, maintenant, je passe beaucoup plus, par exemple, de temps à me poser à côté de ma fille dans le lit et puis à papoter, de faire des trucs juste qui font du bien, à se poser avec les enfants. Peut-être qu'à un autre moment, je me serais dit, faut que je lise un truc, faut que je lise le journal, faut que je me forme, faut que je me stimule. Puis là, maintenant, je me dis, bon, en fait, non. T'es plus dans le... Si tu me permets, hein, Oui. est-ce que tu serais plus dans le être et moins dans le faire, pour le coup? Un petit peu. Parce que moi, je suis très, très dans le faire. D'accord. Beaucoup. Je pense que c'est Oui, je pense que c'est limite une pathologie, en fait, je pense. Je suis plus dans le être. Ensuite, le naturel revient quand même bien au galop. Et je suis repartie pas mal dans mon rythme d'avant. Hmm. Et puis, des fois, je suis pas très contente de ça. Il y a un gros poste aussi dont on parle peu. Oui. C'est toutes ces opérations. Puis en fait, une tumorectomie. Tu as une tumeur et puis il faut qu'il l'enlève, quoi. Donc c'est une opération avec une anesthésie générale. Moi, l'anesthésie générale, ça me faisait hyper peur. J'avais l'impression que j'allais mourir, quoi. Et puis en fait, ils m'ont enlevé un ganglion, d'accord ? Parce que c'est le premier ganglion après la tumeur pour voir si la maladie, en fait, elle a déjà commencé à circuler dans le corps. Le ganglion, en fait, ça fait hyper mal. Et puis, pendant genre 1 mois et demi, 2 mois, ça me fait encore d'ailleurs un tout petit peu mal aujourd'hui quand je fais ce mouvement. Hein. Les gens, ils voient pas que tu as mal. Hein. Enfin, ensuite, voilà, enfin, ça arrive à plein de monde, mais des opérations. Mais ça, c'était dur. Et le truc, c'est que moi, ce que je trouve dingue, c'est d'avoir eu aussi mal pendant aussi longtemps et aujourd'hui de me sentir aussi bien. En fait, ça... Enfin, pour moi, c'est à noter, tu vois, et c'est quelque chose qui est important pour les personnes qui sont en train de vivre ça, de se dire qu'il y a un après. Je vois que tu as une émotion. Ouais, un petit peu. On parle pas assez, on dit pas assez que ça fait mal, c'est ça que tu aimerais dire? Mais c'est finalement... Enfin, moi, je suis très comme ça aussi, c'est que je me plains pas. Tu vois, moi, je souffre en silence, quoi. Oui, ben... Et c'est pour ça aussi que je voulais faire un bouquin. Pour aussi les conjoints et pour la société. Faut pas banaliser le cancer du sein. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de femmes, mais qui est dur pour beaucoup de femmes et qui prend du temps et qui demande du temps et de la reconstruction physique et mentale, en fait. La reconstruction mentale, elle prend du temps. Elle prend beaucoup de temps. Presque plus que le physique, tu penses? Oui, moi, je trouve. Toi, tu es encore en reconstruction. T'en es où aujourd'hui? Maintenant, moi, je vais bien. Moi, je vais bien maintenant. Et puis, je vais bien parce que... je pense que je vais bien parce que j'ai été très entourée. On peut penser que les gens sont très isolés, même s'ils sont entourés, tu vois, émotionnellement, quand ils vivent ça. D'ailleurs, je ne te cache pas que moi, s'il y avait quelqu'un dans mon entourage, je ne saurais pas comment me comporter de manière juste, dur, tu vois. Dur. Moi, je pourrais accompagner quelqu'un sans tomber dans la maladresse. Ou... Ouais, mais c'est une bonne question. C'est vrai que c'est encore... Moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils avaient un peu honte de dire. Ça, c'est super pétant. Ça reste un truc... c'est pas simple de le crier sur les toits, quoi. Puis tu le vois, hein. Enfin, je veux dire, typiquement mon livre, l'éditeur, il m'a dit des bouquins sur le cancer, ça se vend pas. Les gens, ils ont pas envie d'en entendre parler. C'est un sujet qui est tabou, où c'est limite quelque chose où les gens ils se font un peu là. Moi, personnellement, m'a beaucoup aidée. C'est les gens qui me trouvaient forte. Donc moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Mon mari, il me trouvait dingue. Un autre pote, il
trouvait que c'était trop cool ses cheveux, une amie qui trouvait que c'était génial le look avec les boucles d'oreilles, enfin que je gérais ça hyper bien, et puis ça, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a renforcée. Je pense qu'il faut pas faire, en tout cas pour moi, ça donner des conseils. Je pense que les conseils, les gens, enfin ça, je pense que c'est pas nécessaire. Et ensuite, pour moi, il n'y a pas besoin forcément de mettre des mots, d'accord ? Que finalement, la moindre petite attention fait du bien, d'accord ? Et met une petite pierre à l'édifice. Donc moi, il y a des gens, ils m'envoyaient un cœur. Enfin, tu vois, un WhatsApp avec un cœur ou avec tu sais, le muscle là. Il y a 2-3 sorties aussi J'avais une autre copine qui m'envoyait des messages en me disant « C'est qui la bosse ? C'est qui la bosse ?» C'est moi. Enfin, voilà. Et puis, une fois, je suis allée voir dans ma boîte à lait, il y avait une lasagne. Oui, je l'ai En fait, vu. ma voisine, elle nous faisait des plats. salades. Enfin, et puis ça, c'est des petites choses, tu vois, qui font du bien. Alors, elles font du bien parce que tu as un bon repas, mais elles font énormément de bien, en fait, au cœur. Et moi, il y a un truc qui me faisait vraiment flipper, en fait, c'est des gens qui viennent me dire, qui viennent challenger la chimie. Ça, c'est vraiment un truc qui, moi, me faisait hyper peur. J'ai une naturo avec qui je m'entends hyper bien. Ma belle-sœur, que j'adore, hein, qui est très, tu vois, dans les méthodes naturelles et tout. J'avais hyper peur, en fait, que ces gens, ils viennent challenger. La médecine. Surtout le fait que c'était pour réduire les risques de récidive. Tu vois. Et ça, j'ai pas eu. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui te ferait peur. Ça, c'est quelque chose qui me faisait très peur. D'accord, ok. Donc, on retient que n'importe quelle petite attention est la bienvenue. Oui. Un cœur, mais en tout cas, pas de conseils. Voilà. Je pense que les conseils, c'est pas nécessaire, en fait. De manière générale, l'écoute active, en fait. Oui, voilà c'est ça. Mais bon, et j'ai vu que tu as du coup transformé ce parcours en art, oui. En expression artistique. Comment ça t'a aidé à traverser tout ça ? La peinture, pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment... C'était un exutoire. Hein. C'était vraiment... et comme il y a une bonne partie du parcours où j'étais pas en forme pour faire beaucoup de choses physiquement, donc normalement, je grimpe, et là, j'ai pas pu grimper pendant 7 mois, je crois. Alors, je me suis baladée un peu en forêt, mais j'avais beaucoup de temps. J'avais pas vraiment la force de lire non plus, parce que... il y a quand même une charge mentale qui fait que j'arrivais pas forcément à me concentrer très bien. Et pour moi, de coucher le crayon sur le papier, d'entendre ce bruit, de voir le papier se remplir, faire des progrès. Moi, j'ai beaucoup progressé en dessin. J'ai fait des cours, j'ai acheté des bouquins, j'ai énormément progressé. Donc, pour moi, de voir que je réussissais à évoluer et à progresser, à continuer à avancer sur quelque chose, moi, ça m'a fait énormément de bien. Je dis moi, pas pour dire me, myself and I, mais parce que, de nouveau, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment nourrie, quoi. Et l'aquarelle. L'aquarelle, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, moi, je trouve que c'est extraordinaire. En plus, c'est avec l'eau, comme ça, il y a les pigments qui se baladent. L'aquarelle, elle fait un peu ce qu'elle veut, elle fait sa vie. Donc, c'est un espèce de mix entre toi qui essaye de faire quelque chose, de voir ce... C'est quelque chose qui m'a tellement nourrie que là, je suis en train d'organiser des séances d'initiation à l'aquarelle, justement pour des personnes en parcours de soins, pour donner les outils. Parce que l'aquarelle, tu as besoin d'un petit peu de technique. Hein. Enfin, il faut un papier épais. Tu as besoin de comprendre 2-3 trucs de l'aquarelle pour pouvoir te débrouiller un petit peu. Donc, c'était le côté méditatif. Exactement. Et le fait que tu apprennes quelque chose à travers ce parcours. C'est ça. Exactement. Il y a vraiment les 2 trucs. Hein. Ouais, c'est bon. Continue d'avoir le sentiment d'avancer sur quelque chose. J'ai envie de rebondir parce que ça dit que tu n'étais pas disponible pour le reste de ta vie, en fait. C'est pour ça que tu t'es mis à la peinture. Moi, tu es maman. Oui. Alors, comment s'est passé le quotidien, justement ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand, du jour au lendemain, tu te prends ce mur ? Je pense que je vais supposer qu'en tant que femme, charge mentale, c'est toi qui l'assumais. Oui. Donc, ça a été quoi ton quotidien après ? Ouais, c'est une bonne question. Hein. C'est vrai que quand tu as un diagnostic comme ça, alors, c'est toi qui le vis. Par contre, t'embarques tout le monde avec toi. Donc, mon mari, il a pris son rôle de papa à bras-le-corps. Il a géré les enfants.
Là, il a pris une bonne partie de la charge mentale. Alors ensuite, moi, j'arrivais complètement encore à gérer pas mal. Hein. C'est pas que j'étais H24 pendant 6 mois dans mon lit, tu vois. J'arrivais encore à m'occuper des enfants, à cuisiner, enfin, tu vois, à faire les choses. Ensuite, il y a pas mal de choses que j'ai arrêté de faire. Et puis, David, donc mon mari, il a eu aussi des collègues qui l'ont couvert. Donc lui, il a un rôle pas mal de représentation. Et donc, ses collègues l'ont beaucoup aidé. Et ensuite, pour ce qui est des enfants... J'ai lu pendant tout le livre que tu as vraiment pris la mesure de ce qui se passait et tu les as avertis, je dirais, quand c'était sûr, en fait. C'est ça. Et si moi, j'essaie de mettre une seconde à ta place, je ne sais pas si j'aurais cette rétention, enfin, cette sagesse, en fait. Je me demande si j'aurais pas besoin de tout de suite dire... Alors, voilà. Je trouvais intéressant cette manière que tu as eue de divulguer l'information. Et puis, Pour moi, ça a été important d'intégrer, de digérer, de processer les informations pour moi, avec mon mari, pour ensuite de leur donner des informations à peu près sûres. D'accord ? Et puis ensuite, c'est vraiment pour les préserver, pour qu'ils restent dans leur rôle d'enfant. Et puis, de répondre aux questions. D'accord, donc ça c'était aussi important, on donne un minimum d'informations et puis on répond s'il y a des questions, quoi. Alors ma fille, elle avait 1000 questions à la seconde, quoi. Comment tu as trouvé les bons mots, justement ? Il y avait des petits films, on avait regardé un Il était une fois la vie, alors c'est sur je sais plus sur quoi c'est. Puis ensuite, il y a des sites, il y a des documentations aussi pour les enfants, il y a pas mal de choses. Et finalement, les enfants, ils ont des questions simples. En fait, il y a la majorité. Et puis, ils sont petits. Tu vois, je dis pas. Ils avaient quel âge, les tiens ? Ils avaient 5 et 8. Donc, ils ont des questions qui sont encore. Tu vois, c'est pas un ado. Un ado, je pense que les questions, elles sont un peu plus compliquées. Est-ce qu'il y a eu la question de la mort quand même ? Non. Okay. Maintenant, il y a. Maintenant que le bouquin, il ressort. Mais ils ont maintenant, grandi mon aussi. fils, il a 10 ans et il comprend, en fait. Ah, oui. Là, maintenant. Et puis, ça, c'est le truc où il y a une ou deux fois, je me suis dit, Maud, qu'est-ce que t'as fait avec ce bouquin ? Mais c'est vrai. Ouais, forcément, parce que là, ça sort. C'est intéressant, ça. Tu fais une recherche sur Internet, maintenant, il y a un article sur moi. Enfin, je sais plus, Maud Guilhem, photographe, quoi. Donc, ça, c'est aussi c'est important. Ça, c'est pas à minimiser. Ce bouquin qui sort, on replonge dans tout ça. Et puis ça, c'est pas le plus simple. Puis mon fils, du coup, là, il m'a dit l'autre fois, mais maman, t'aurais pu mourir. Je lui ai dit, bah oui, mais je suis pas morte. Mais non. Je suis bien là aujourd'hui. C'est ça qui est important. Est-ce que la présence de tes enfants t'a rendu cette période plus forte ou au contraire, c'était plus difficile ? Non, avoir les enfants, pour moi, c'était extraordinaire. Leur sortie, en fait, c'était des anecdotes. Donc, quand ils me sortaient des trucs comme ça, moi, directement, j'allais voir David et je lui disais, c'est parce qu'ils m'ont sorti, là, les enfants. On a ri. Ils sont malins, ils ont compris. Moi, j'avais peur, en fait, qu'ils me sollicitent, qu'ils soient pas jaloux de ce qui m'arrivait, que ça leur prenne l'attention, qu'ils me demandent encore plus d'attention parce que j'étais pas bien. Mais non, eux, ils venaient, ils se mettaient en sandwich à côté de moi, on écoutait la musique. Oh non, ils s'endormaient avec moi dans le lit, ce qu'on fait jamais normalement. Donc voilà. Pour eux, c'est pas. Je pense que pour eux, c'est pas horrible en fait comme période. Et pour toi ? C'est pas horrible non plus. Non, c'est bon. Dans ton livre d'une jupe par chimio. Ah oui, c'est important. Justement, raconte-nous. Oui, ça c'est... moi, c'est aussi ce que je dis à mes enfants. Je leur dis, si tu fais un truc un peu difficile, tu peux t'offrir une petite récompense. Mon fils, je lui dis, fais tes devoirs. Tu fais une demi-heure, 3/4 d'heure de devoirs, tu trimes. Puis ensuite, tu te fais un petit coup de... de Switch. De Switch ou de machin. Ou ce que tu veux. Quand on fait un truc difficile, on a le droit de se faire un petit cadeau, quoi. Et moi, il y avait ce truc de la féminité, en fait. Moi, je suis assez à mettre des jeans, à être plutôt dans la praticité. Et puis l'idée, effectivement, du coup, par chimio, je me suis offert une jupe. Et c'était pour aussi compenser cette perte de féminité... la remettre. Donc, j'ai mis de jupe tout le long. Enfin, voilà, ensuite, c'est de nouveau être acteur du truc, quoi, tu vois. Enfin, c'est joli. Et du coup, aujourd'hui, tu as une collection de... J'ai plein de jupes. Ouais.
Je trouve, dans ton livre, tu parles de l'insolence de la vie d'avant. Et du coup, maintenant, toi, tu as traversé ça. J'aimerais savoir qu'est-ce qui te manque aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque de cette vie d'avant? Oui. Non. Alors, pour moi, il n'y a rien qui me manque de cette vie d'avant. Aujourd'hui, c'est marrant parce que j'ai croisé une personne qui a vécu un peu la même chose que moi. On a papoté un petit moment. Et elle me disait, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une meilleure version de moi-même. Puis j'étais là, en fait, c'est génial parce qu'effectivement, j'ai ce sentiment aussi. Je me sens plus sage. Je suis plus préoccupée de l'image que je donne. Ouais, ça, tu l'as dit. Ouais. Je sais ce qui me fait du bien aujourd'hui. Ça, c'est un truc aussi qui est important. Je sais aujourd'hui ce qui me fait du bien. Et ça, moi, j'ai trouvé fascinant. En fait, en fait, de se retrouver avec soi-même, c'est une rencontre. Je pars en voyage au cœur de moi-même, je mets dans le bouquin. Et ça, c'est ça que j'ai fait. Je suis allée là-dedans. Qu'est-ce qui t'a manqué pour pas le faire avant? Tu cours. Je pense qu'il y a quand même un peu l'image de la société. Tu vois, faut que tu fites dans le moule. Faut être bien perçu. Aujourd'hui, c'est plus important, ça, pour moi. Il y a aussi une question que j'ai envie de te poser qui est peut-être un peu plus légère, c'est que tu parles d'une couverture bleu ciel. Est-ce qu'elle fait toujours partie de ta vie, cette couverture? Ah non, je l'ai cramée. Voilà. Non, je l'ai pas brûlée, mais je l'ai jetée. La couverture bleu ciel à carreaux. Tu te projettes en 2025 parce que dans le livre, tu parles de voyage, justement. Oui. Comment tu vois cette année? Comme une nouvelle étape ou bien, ouais, comment... Oui. Alors, comme il faut faire des projets, ça reste quand même un truc qui, pour moi, est important. C'est important pour toi pour avancer, c'est ça? Oui, d'avoir des projets. Et puis moi, j'ai vraiment besoin... J'ai eu et j'ai besoin d'un projet d'envergure parce que ce que j'ai vécu, c'était d'envergure, donc il faut quelque chose d'envergure. Du coup, moi, je vais faire une formation d'accompagnateur en montagne. Je suis hyper contente. Et l'idée, c'est essayer d'amener des gens, peut-être en parcours de soins, dehors. Donc ça, c'est mon grand projet qui va commencer au printemps prochain. Et puis, nous, on va faire un voyage aussi l'été prochain en famille. On veut partir plusieurs semaines, 6 semaines en Suède à vélo. Ça, c'est mes deux grands projets. Et puis ensuite, d'être bien avec ses proches, de continuer à avoir mes amis, de continuer à vivre en fait simplement. Ça, c'est les projets d'envergure et le quotidien. Bien. Et ça, c'est bien. Tu peux donner un conseil à toi-même avant ce mur, oui. Avant le mur, on va dire. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais reste cool. Ça c'est va vrai? aller. Il y a un après, respire, et les choses, elles viennent quand il faut. Et c'est bien. Il y a un après. Mon médecin, il me disait, vous partez pour 2 ans dans un tunnel, là. Il disait 2 ans. Et après le tunnel, la lumière, elle est belle. Ouais, ça, oui, ça pour moi, c'est important de le dire, que les douleurs, au bout d'un moment, elles partent, que ouais, ça fait évoluer, en fait, un voyage comme ça. Quelles sont les 3 choses que tu aimerais que nos auditrices, auditeurs, parce que, comme tu l'as dit, ton bouquin, il est aussi fait pour les conjoints, il n'est pas fait que pour les personnes malades. Qu'est-ce que tu aimerais qu'elles retiennent? On avait dit d'ailleurs, allez faire vos contrôles, les filles. Allez faire vos contrôles. Palpez-vous aussi. Ouais, palpez-vous. Ça, c'est... On ne cessera de le répéter. Moi, il y a un truc, c'est... J'ai fait plusieurs dédicaces, quoi. Si j'avais su un jour que j'allais faire autant de dédicaces, en fait, c'est assez sympa. Ça, c'est rigolo. Moi, je vis plein de trucs. Mais le truc, en fait, c'est que je mets souvent le partage est salutaire. Et le partage, pour moi, c'est quelque chose qui est assez vaste, en fait, parce que c'est de partager ces expériences, que les gens ils peuvent partager aussi avec les personnes qui sont en parcours de soins, que les petits gestes, même tout petits, comptent et font du bien. Tu sais, moi, je repense quand il y avait le Covid, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait tout le monde qui aidait, quoi. Il y avait les gens qui allaient livrer des courses pour les personnes les plus âgées. Tout le monde il y avait un espèce d'élan de solidarité. Oui. Et en fait, tout le monde était content. Ah bah oui. Et tout le monde était content parce qu'on allait voir, on allait aider. Et puis, en fait, les gens, ils se sentaient bien. Et puis là, on est tous repartis dans notre train-train à fond la caisse. Et puis, voilà,
partager, aider, en fait, je pense que ça fait du bien aux personnes qui reçoivent les gestes, mais ça fait aussi du bien aux gens qui le font. Et prendre un peu de temps pour aider les autres, je pense que ça fait aussi du bien à soi-même. Premier truc. Deuxième truc, moi, il y a un truc par rapport aux chimios, par rapport à tout ce parcours autour du cancer du sein, que ça soit des chimios, radiothérapie, mastectomie et tout. La reconstruction, elle prend du temps. Et elle prend du temps, et il y a une phase qui est visible, souvent, quand il y a les cheveux qui partent. Et puis, il y a des fois où c'est invisible, mais il faut laisser le temps aux gens de récupérer moralement, alors physiquement et moralement. Et puis ça, c'est un truc sociétal qui, pour moi, est important en fait de dire aussi, c'est que c'est pas on-off. Important, il y a des associations qui vont dans les entreprises pour faire prendre conscience de ça. Et puis je pense que plus on va laisser du temps, de la bienveillance, de l'entourage, du partage, de la générosité aux gens qui vivent ça, plus quand ils vont reprendre, ils seront solides et ils seront une meilleure version d'eux-mêmes. Tu as eu combien de temps sous chimio, radiothérapie, puis après tu as commencé l'hormonothérapie, et puis après combien de temps plus ou moins pour Moi, te je pense reconstruire? que c'est presque le double. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc ça a duré, pour moi, ça a duré en tout cas 1 année et demie. Je sais plus, je le note aussi un peu dans le bouquin, qu'une année et demie ou 2 ans après, tout à coup, je me suis dit, ok, en fait, là, ça va mieux. Mais en fait, ça allait pas avant. Et en fait, je m'en rendais pas compte avant que ça allait pas. Donc, ouais, tu as le recul nécessaire. Maintenant, j'ai le recul pour dire, en fait, voilà, avant, ça allait pas. Et je m'en rendais pas forcément compte. Mais par contre, j'étais encore entourée. Et puis, du coup, j'ai pu avancer tranquillement sans une pression, en fait, de la société ou de l'entourage qui a fait que j'ai dû me presser pour revenir. Et puis que c'est bien de se reconstruire tranquillement. Ça, ensuite, c'est comme ça que tu es plus solide pour la suite. Donc, 1, le partage. 2, reconstruction. 3, il y a un après. Et ça, c'est... Alors, j'en ai déjà parlé 2 fois, donc je ne vais pas m'étendre. Très bien. Mais qu'il y a un après. Et le après, est-ce que c'est ça qui t'a aussi motivé à... Enfin, qu'est-ce que tu te disais quand tu étais dans tes chimios puis que c'était dur? C'est ça qui te tenait? Alors moi, j'ai eu... Effectivement, c'est chouette ça comme question. Il y avait vraiment ce truc du quotidien, limite l'instant. Puis il y avait ce truc à long terme. Donc moi, j'ai fait une bucket list pendant mon truc. C'est la liste des 100 choses à faire dans ta vie. Allez, dis-nous quelques-unes. Purée, il faudrait les reprendre. Mais dans cette bucket list, comme moi, j'ai eu ça quand j'avais 42 ans, dans cette bucket list, j'ai aussi noté des rêves de jeunesse que j'ai fait. Donc, il y avait un voyage en Australie que j'ai fait. Il y avait un saut en parachute au-dessus de la barrière de corail que j'ai fait il y a 25 ans, maintenant 20 ans. 25 ans. Non, il y a 15 ans. Peu importe. Voilà, ensuite, aller faire du vélo avec les enfants, de la plongée. Voilà, il y a plein de choses. Et en fait, faire sa bucket list, c'était vraiment cool parce qu'il y avait aussi un truc de dire, OK, en fait, j'ai quand même fait des trucs cool dans ma vie. Et ça, c'était important de se dire que j'avais bien vécu. Pour moi, c'était important. Dire, OK, enfin, je sais pas, c'est pas maintenant que ça commence, quoi. C'est qu'il y a eu, quelque chose il y a eu des belles choses. Et il y en a encore à venir. Et puis de se projeter aussi sur l'avenir, c'était quelque chose qui, moi, m'a nourrie. De m'imaginer faire un voyage à vélo avec les enfants, des projets de vie, c'était important de se projeter. Ça t'a aidé dans les périodes difficiles? Oui, moi, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu as des podcasts, des livres, des ressources? Tu en donnes quelques-uns dans le livre, mais est-ce que tu veux les citer aujourd'hui? Oui, alors moi, il y a des choses qui m'ont aidée. Il y a le podcast 8 femmes à bord, qui est super. C'est des femmes qui ont le cancer du sein qui traversent l'Atlantique en bateau. C'est super, il y a des témoignages divers et variés qui sont super. Il y a sur Instagram une dame qui s'appelle Delphine Rémy, qui est en Belgique. Elle met aussi plein de trucs, elle a fait des podcasts. Ça, j'en ai beaucoup écouté, ça m'a beaucoup aidée. J'ai lu le livre de Nathaëlle Delacroix, Perruque, Juvère et Ruban Rose, c'est un roman où elle raconte son histoire et puis en fait, il est sympa, il fait du bien aussi. Et moi, il y a le livre Namasté Cancer. Alors lui, je ne sais plus ce qu'il avait, il avait autre chose. Mais lui, il avait aussi une approche de coach par rapport à ça. C'est lui qui m'a donné l'idée de la bucket list et des fiertés
Ah oui, j'ai noté mes fiertés aussi, mes fiertés de vie. Ouais, c'est beau, ça. C'était bien, ça. Il y en a Bah, d'autres ton mais livre. pour les enfants. On va Mon citer livre, ton livre voilà. quand même, du scalpel au pinceau, Scalpel au chez pinceau. les éditions Favre, Exactement. à mettre dans toutes les mains, même des conjoints. Ouais, À ne pas hésiter. Je pense que ça peut être utile Mm. de se rendre compte de... Et puis, il est assez aéré. Je pense qu'il est... Oui, franchement, il y a des dessins, il y a des petits textes. C'est vraiment écrit de manière... C'est un journal. Et je suis assez admirative de la rigueur de la tenue du carnet de voyage Ah aussi. oui. Parce que bon, moi aussi, j'essaie d'écrire, mais je ne suis pas du tout régulière avec... Ouais. Tu sais, comme quand on avait nos journaux intimes, en fait. Oui. Donc là, je suis assez admirative. Alors Maud, avant que je te laisse partir et que je dise où on peut te retrouver, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur ce sujet qu'on n'a pas parlé? Je crois qu'on a bien couvert le sujet. Moi, ce dont j'essaye de me souvenir aujourd'hui, c'est que c'est bien d'avoir mal nulle part. Tu sais, c'est marrant. Hein, C'est tellement important. mais ça, hein. c'est... et pendant le parcours, j'ai eu les douleurs après les opérations. À un moment donné, j'ai aussi eu hyper mal à la main. Je ne vais pas t'expliquer les détails. Mais qu'il y a un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il y aura un jour dans ma vie où j'aurai de nouveau mal nulle part? Et ça paraît anodin. Non. Mais en fait, c'est Moi, je trouve de pas se ça dire, anodin. hein. en fait, j'ai pas un acouphène, j'entends bien, je vois bien, j'ai mal nulle part. C'est cool. Merci Maud. Avec plaisir. On te retrouve sur ton compte Instagram. On te retrouve où ailleurs? Il va y avoir des séances de dédicaces là chez Payot le 2 novembre. Ah, génial, ouais. Ouais. Et il y a une autre date à Romont. Je te laisse checker, toi. Ouais, je check. Romont, c'est le 5 novembre à 15h. Et Payot-Lausanne, c'est le 2 novembre à 11h aussi. Je vous encourage vivement à les rencontrer, à Merci. te rencontrer. Puis, est-ce qu'on peut te retrouver comme photographe, je pense, j'imagine? J'ai un site internet aussi, mgv.photographie avec un Y. Mhm. Donc ça, c'est effectivement, je fais des images pas mal corporate, donc pour les entreprises. Ça se voit sur ton compte Instagram. C'est ça, exactement. En tout cas, je te remercie d'être venue discuter Merci à toi cœur pour ouvert l'invitation. et avec tout ton parcours et tes facettes. Merci pour cette inspiration. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. À bientôt, Maud. À bientôt. Salut. Ce jour-là, émue par le témoignage de Maud, j'en ai oublié de faire ma conclusion. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager, à le commenter et à envoyer beaucoup d'amour à Maud, car elle a osé venir derrière mon micro partager en toute vulnérabilité son témoignage. Il faut savoir qu'ils viennent sans aucune idée de ce qui les attend et elle se livre là derrière ce micro. Donc je t'invite vraiment à me laisser un mot, à leur laisser un mot, un emoji, ce que tu as envie, et à partager cet épisode pour que la nouvelle se diffuse, pour que la parole se libère. C'est grâce à toi, grâce à ça, grâce à vos gestes virtuels que je pourrai continuer à diffuser l'information partout et à libérer la parole. C'est un peu la mission de ce podcast. Donc je vous remercie d'avance de faire ces petits gestes qui peuvent vous paraître anodins, mais qui sont très importants. Voilà, je vous souhaite une belle continuation de journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Je vous embrasse.